Bonsoir à tous, nous voilà réunis pour une dernière session Covid avant l'été que le professeur Flippo nous fait l'amitié d'animer avant de partir en vacances. Donc un petit point à date sur la Covid, puisqu'on dit la Covid. Voilà, merci René Marc d'être encore avec nous et de consacrer ton temps. On sait que tu es très sollicité. Surtout par Landard. Surtout par Landard, c'est pas faux. Donc bonsoir tout le monde, je vois que vous avez toujours l'habitude. Donc on nous entendait puisque Damien nous dit Damien Platiste de Montpellier. Donc René Marc, je te laisse la main et interviendrai de temps en temps pour te faire remonter donc les thématiques à aborder. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. La technique a fonctionné remarquablement. J'espère que ça va durer. Je vous retrouve donc pour notre, je crois, 4e petite émission sur le sujet. J'avais la prétention, lors de la première réunion, d'avoir feuilleté au moins le titre et les résumés des 1000 premiers articles sur le sujet. Et je vais être honnête avec vous, nous sommes aujourd'hui à plus de 28 000 publications en 3 mois. Ça n'est plus possible pour mon petit cerveau, ça n'est pas humain. Alors, on va échanger sur ce que l'on peut dire aujourd'hui, un mois, je crois, après notre dernière petite réunion. Alors, on a fait un petit mélange avec les questions que vous avez remontées à Sonia et à l'équipe de Landard. Y a-t-il des indicateurs de reprise de pandémie? Alors déjà, vous savez que la pandémie n'est pas en reprise. La pandémie se poursuit et dans certains pays, si on prend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, vous savez, vous avez peut-être entendu ce matin, depuis 2 jours aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant de nouveaux cas et de morts. Donc, le Covid-19, la Covid-19, Sonia a raison, puisque c'est la maladie, la Covid-19 est toujours aussi présente aux États-Unis, mais c'est vrai que de la côte Est à la côte Ouest, il y a quand même 6000 km. Vous savez qu'elle est toujours présente et le Brésil est maintenant le 2e pays au monde. Donc, Covid-19, c'est toujours aussi présent. La seule chose qui nous préserve un petit peu, c'est la réduction des voyages internationaux, c'est le fait qu'il n'y a pas d'Américains qui viennent chez nous, qu'il n'y a pas de Brésiliens. Il est clair que s'il y a un rétablissement des vols internationaux, ça va être compliqué. Alors, en Europe, eh bien, vous le savez, le virus circule tout le temps. Vous savez qu'il y a des clusters dans la banlieue de Lisbonne, il y en a en Allemagne, il y a un abattoir français. Donc, le Covid, le virus de la Covid est toujours présent, mais il est par cluster, ce qui fait que tous les jours, il y a des nouveaux cas, surtout dans le quart nord-est de la France. Mais le but du confinement, c'était que les cas soient moins nombreux, qu'ils arrivent petit à petit. Et le dernier chiffre du ministère de la Santé, c'était quelques dizaines de morts par jour, alors qu'on a été jusqu'à 1000 par jour. Et là où il y a eu plusieurs milliers de malades en réanimation, il y en avait dans les derniers chiffres environ 500 à 600. Donc, la question n'est pas encore à la reprise, elle n'est pas à une deuxième vague. Le virus court toujours. La deuxième vague, on commence à en parler après les vacances, septembre, octobre. On verra ce qui s'est passé avec les étrangers qui vont circuler en France, avec les ch'timis qui vont descendre pendant leurs vacances à Montpellier, au Cap d'Agde, etc. Bref, on va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Donc, les gestes barrières restent impératifs. Et c'est vrai, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, s'est étonné du non-respect des gestes barrières. C'est très, très compliqué. Vous avez vu que la plupart des gens qui ne les respectent pas, ce sont les jeunes. Et on les voit sur le quai Saint-Martin à Paris.
Ils sont restés enfermés pendant 2 mois dans 20 mètres carrés. Ils n'avaient pas la chance, comme vous, d'être au bord de la mer, avec des maisons, avec piscine. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, oui, ils sont jeunes. Ils pensent que s'ils attrapent la Covid, comme ils sont jeunes, ils sont de sexe féminin, ils ne sont pas hyper tendus, donc ça ne sera pas grave. De temps en temps, ça l'est quand même. Donc là, c'est très, très difficile. On est dans l'esprit de société et c'est vrai que c'est compliqué, très compliqué. Et on ne peut pas, bien évidemment, mettre un policier derrière toutes les personnes qui ne respectent pas les règles barrières. Donc déjà, eh bien, effectivement, tous, on peut sensibiliser nos contemporains quand ils s'approchent trop près. Mais vous savez, c'est compliqué parce que je crois qu'il y en avait un ou une d'entre vous qui me dit, mais oui, mais moi je suis mamie, mes enfants, mes petits-enfants, ben oui, et vous savez que ce sont les jeunes, ce sont les enfants qui peuvent être porteurs sains. Et alors, pendant des mois et des mois, vous n'allez pas mettre des barrières avec vos petits-enfants, avec vos enfants. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que quand on voit les jeunes qui boivent un petit pot, une petite bière ou un petit pastis, je dirais c'est probablement dans votre vie personnelle à vous aussi compliqué que quand vos enfants et vos petits-enfants viennent. Bon, alors, la diapo suivante, c'était effectivement dans le cadre de ce déconfinement. Qu'en est-il de notre vie sociale? Aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver le compromis entre les gestes barrières et le fait de continuer à vivre, de vivre le plus normalement possible. Donc je crois qu'effectivement, dans le milieu familial, eh bien, on est capable de voir s'il y a plus ou moins de risques. J'avais cité, je pense, l'anniversaire des 90 ans de ma belle-mère. Alors, allant à l'hôpital tous les jours, j'aurais pu en profiter pour m'approcher d'elle, lui faire plein de bisous, pour qu'elle attrape la Covid, et puis à 90 ans qu'elle ne s'en remette pas, comme je l'aime bien. Ben voilà, on était à 3 mètres l'un de l'autre, chacun à un bout de la table. Donc on fait attention, on ne fait plus de bisous, on met plus ou moins un masque. Bon, quand on est à plus d'un mètre, bon, ça peut aller. C'est compliqué. Voyage à l'étranger, pour le moment, c'était compliqué puisque vous avez appris ce matin que les pays, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Grèce, imposaient une quatorzaine. C'est sûr que si c'est pour passer la frontière et rester bloqué 2 semaines, vous savez que la semaine prochaine, si j'ai bien compris, tous les pays européens n'auront plus de quatorzaine. Oui, les gens vont circuler. Les gens vont circuler, eh ben voilà, vous ferez attention. C'est pour ça que ma petite villa dans le sud de la France, bien isolée avec piscine, j'ai triplé le loyer locatif. Je vais me faire une fortune puisque les gens, ils veulent rester isolés. Donc oui, il faudra être encore plus dans les mesures barrières. Alors, le dépistage, pour le moment, il se fait dans le cadre d'études. Ce matin, pour les nordistes, il y a une partie de l'agglomération lilloise, il y a une petite partie de 300 000 habitants qui va être testée, mais c'est dans le cadre d'études. Vous savez qu'il n'y a pas de remboursement systématique aujourd'hui, mais en ce qui concerne la polyarthrite, avec le professeur Morel qui va, je dirais, diriger un grand projet de recherche national, donc on va vous proposer un dépistage qui sera pris en charge. Mais ce dépistage, c'est pour savoir si certains d'entre vous ont attrapé la Covid sans le savoir. C'est possible, mais vous serez probablement très, très peu nombreux. Et vous savez que dans le sud de la France, il y a eu très, très peu de Covid. Donc, pour ceux qui nous écoutent ce soir, probablement, il y aura très, très peu de personnes qui auront, dans toute la moitié sud et ouest de la France, attrapé le Covid sans le savoir. Donc, ça se fera dans des études de dépistage. Si vous n'avez pas de symptômes, si vous n'avez pas eu de symptômes évocateurs, eh bien, le dépistage par le nez, par la PCR, ça ne sert à rien. Et la prise de sang, globalement,
ça servira peut-être pas à grand-chose. Donc, attendez qu'on vous le propose dans le cadre des études, comme ça au moins ça sera remboursé, vous n'aurez pas à le payer. Petite diapo. Alors, il y en a qui ont reposé la question, bon, mais oui ou non, est-ce qu'avec ma polyarthrite, est-ce que je suis quand même plus fragile et je risque d'attraper la Covid? Et si je l'attrape, eh ben, je vais me retrouver en réanimation avec une trachéotomie. Alors, je vous ai toujours donné les résultats scientifiques, mais depuis le mois dernier, eh bien, on a interrogé en Australie les personnes qui ont du rhumatisme et on leur a demandé ce qu'ils en pensaient. Eh bien, diapositive, voilà le résultat et je pense qu'il ne va pas vous surprendre. Vous voyez, donc c'est en Australie, ce sont des gens qui ont un rhumatisme inflammatoire. Vous voyez, 29,7%, c'est la polyarthrite rhumatoïde, LED, le lupus, 19%, PSA, c'est le rhumatisme psoriasique, SA, la spondylarthrite ankylosante. Ce n'est pas que la polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, vous voyez, sur 2630 personnes, il y a 21% des gens qui ont répondu, c'est moins que ce que vous avez fait à l'ANDAR, dans la petite enquête psychologique. Eh bien, première réponse, 41%, vous voyez, presque 1 sur 2 pense que sa maladie, ça le rend fragile par rapport au risque d'attraper la Covid. Et 52,3%, donc là, un peu plus d'1 sur 2, c'est non seulement je vais l'attraper, mais je vais faire une forme grave. Donc, vous voyez, 1 sur 2, scientifiquement, pour le moment, il n'y a toujours aucune donnée scientifique pour dire que vous êtes vraiment plus fragile et plus susceptible de faire des formes graves. Moi, je dis à mes patients aujourd'hui, vous êtes dans la normalitude. Diapo suivante, on leur a demandé en fonction des traitements. Eh bien, vous voyez, c'est clair, 62% des gens qui ont des biothérapies, ils se croient plus fragiles. Ben oui, puisqu'on dit qu'il y a des risques de microbes. Donc, ce n'est pas illogique. Vous voyez que sous méthotrexate, c'est 55%. Et vous voyez que même les gens qui ont du plaquenil, mais ce sont des Australiens, ce ne sont pas des Marseillais, eh bien, une personne sur 5 sous plaquenil, il croit qu'il est quand même fragile à cause de son traitement. Donc aujourd'hui, on en parlera sans en parler, mais les traitements, eh bien, pour le moment, on attend toujours des preuves que le plaquenil protège. On attend toujours des preuves que tel ou tel traitement est vraiment efficace, mais on a fait une petite sélection parce qu'il y a la fameuse étude du Lancet et la semaine dernière, tous les journalistes ont dit voilà, premier traitement, 30% de morts en moins avec la dexaméthasone, qui est de la cortisone. Donc, j'en redirai un mot, puisque la cortisone, le gouvernement français, il a dit oula, attention aux anti-inflammatoires. Donc, j'en redirai un petit mot tout à l'heure. Et ça, c'est la dernière diapositive de cette étude qui nous rassure un petit peu. 2 personnes sur 3, ils ont continué leur traitement. 1 personne sur 3 a continué, mais en attendant l'avis du rhumatologue. Et vous voyez, 61%, ils ont eu une réponse à leurs questions. Alors, je n'ai pas mis le chiffre pour ne pas faire de peine à Sonia, mais en Australie, il y a du boulot, car le pourcentage de patients qui a obtenu des informations sur la Covid via les associations, elle lira l'article, Sonia, mais c'est quelques petits pourcents. Donc, c'est quand même le rhumatologue en numéro 1, le médecin généraliste en 2, Internet 17%, et les associations, c'est moins de 10%. Je pense que Sonia aura un stage pour expliquer à l'association australienne comment faire du bon boulot. Pour la téléconsultation, j'y reviendrai, mais vous avez quand même un chiffre. Pardon. Vous voyez, 98,4%, ils ont dit OK pour la téléconsultation, mais 28% ont dit oui, mais c'est par défaut dans le contexte épidémique. Donc j'y reviendrai,
parce que certains d'entre vous disent, mais moi, on me propose encore de la téléconsultation, mais moi, je voudrais revenir à de la consultation normale. Donc, j'y reviendrai parce qu'il y a des petites études qui ont été publiées là-dessus. Donc, pour le moment, on n'est pas scientifiquement plus fragile, plus à risque de forme grave. Mais vous savez que les données scientifiques, elles arrivent au compte-gouttes. Parfois c'est blanc, parfois c'est noir. Mais voyez que une personne sur deux pense quand même qu'elle est fragile et qu'elle risque de faire des formes graves. Alors, dans les facteurs de risque, il n'y a rien de nouveau, sauf le tabac. Le tabac, globalement, si vous fumez, vous attrapez moins la Covid. Parce que je pense que le virus, quand ça sent la cigarette, il n'aime pas trop. Mais si vous l'attrapez, si vous êtes fumeur et que vous faites la pneumonie Covid, ça sera quand même plus grave. Donc, le tabac, c'est compliqué. On l'attrape moins, mais quand on l'attrape, on est quand même plus à risque de forme grave. Alors, on va voir ce qu'il en est des traitements. Donc là, on a fait une petite sélection sur l'actualité médiatisée. Donc, je crois qu'on a mis la fameuse étude du Lancet et la cortisone. Alors, la fameuse étude du Lancet, cette fameuse étude, elle a dit, attention, les gens qui prennent du Plaquenil, ils meurent 2 fois plus. Et donc, dans tous les pays du monde, on a arrêté de soigner les gens Covid positifs par hydroxychloroquine. Alors, il faut savoir que pour le moment, toutes les études sont négatives. Les études qui scientifiquement sont des études, on va dire, moyennes, parce qu'il n'y a pas de bonne étude. Et les mauvaises études, mauvaises sur le plan qualité, elles disent que ça pourrait peut-être marcher. Donc, on attend les résultats de bonnes études. Alors, je vous ai mis 2 diapositives, mais c'est des diapositives un peu scientifiques. Ce sont les diapositives pour les docteurs. Alors, vas-y, oui, la suivante, la suivante. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette étude, l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de malades. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle les bases de données informatiques. Et comme dit le professeur R, 3 points de suspension, des bases de données informatiques, ce n'est pas un docteur qui voit des malades. C'est des codages, c'est des bases de données. Alors, on a regardé dans les bases de données et vous voyez 96 000 personnes qui ont attrapé le Covid, la Covid. Donc, ça permet effectivement d'avoir des effectifs énormes, puisque en l'occurrence, ce sont des bases de données de 671 hôpitaux dans le monde. Ce n'est pas la PHM où à Marseille, il n'y a qu'une dizaine d'hôpitaux. Non, là, il y en a. Bon. Donc, ça fait énormément de monde. Bien évidemment, la plupart des gens n'ont pas été traités par Plaquenil, mais voyez, il y en a à peu près 2000 qui ont eu du Plaquenil, 4000 qui ont eu la chloroquine, ça y ressemble, 3000 qui ont eu l'hydroxychloroquine. Bon, il y en a, bon, et puis il y en a qui n'en ont pas eu. Alors, diapositive suivante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, globalement, dans cette étude, les malades qui ont été traités par le Plaquenil, alors j'ai un peu exagéré quand j'ai dit qu'il y a eu 2 fois plus de morts. Non, il y en a eu un tiers de plus. Voilà, on ne va pas regarder les chiffres. 1,33, ça veut dire 33% de plus. Et s'ils ont pris le Plaquenil et le fameux azithromycine, c'est 44% en plus. Donc bref, dans cette étude, la conclusion, c'est que les malades qui ont reçu le traitement, eh ben, il y a eu beaucoup plus de morts. Donc, tout le monde a dit, on arrête. Alors, on arrête, mais le professeur R, 3 points de suspension, et ceux qui, comme lui, sont convaincus que le Plaquenil est un traitement efficace, ils ont épluché l'étude et ils ont regardé les points
discutable de la méthodologie. Et effectivement, dans cette étude, on n'a pas vérifié la véracité de la méthodologie. Et du coup, la grande revue Lancet a dit on n'a pas bien fait notre travail, on n'a pas été suffisamment critique, donc on retire cette étude. Donc c'est une étude qui a été invalidée. Du coup, aujourd'hui, on peut se dire bon, bah, on est toujours dans l'attente d'une étude positive, mais il n'empêche que tous les signaux sont plutôt négatifs. Du coup, c'est compliqué parce que dans les hôpitaux au monde, eh ben, sauf peut-être à Marseille, mais on ne donne plus de Plaquenil pour traiter en curatif la Covid-19. Et puis la semaine dernière, toutes les radios, enfin un traitement de la Covid, la cortisone. Un traitement bien connu qui coûte pas cher. Qu'est-ce qui s'est passé avec la cortisone? Donc, diapo suivante. Est-ce que. Ah non, je n'ai pas mis les diapos, mais ce n'est pas grave. Tout le monde a entendu parce que c'était sur toutes les chaînes de télé et de radio. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'avec le SARS-CoV-1, donc le premier Covid, avec le MERS-CoV, donc l'autre Covid, et avec le SARS-CoV-2, eh bien, pour le moment, dans les études, si on donne de la cortisone, eh ben, les gens, ils meurent 2 fois plus. Donc, les scientifiques ont dit, il ne faut pas donner de cortisone, puisque les données scientifiques disponibles, les gens meurent 2 fois plus, donc on n'en donne pas. Sauf que en Angleterre, dans une étude de bonne qualité, ils ont quand même testé la cortisone. Et ils l'ont testé avec globalement plusieurs milliers de malades qui ont eu de la cortisone, plusieurs milliers de malades qui n'ont pas eu de cortisone. Alors, quand on regarde tous les malades, le bénéfice, il n'est pas énorme. Il y a 17%, je crois, de morts en moins. Mais quand on prend les malades graves qui sont en réanimation et qui sont ventilés, il y a 30% de morts en moins pour un traitement, effectivement, qui ne coûte pas cher et qui n'est pas très dangereux. Donc, aujourd'hui, il y a une étude qui montre que la cortisone à petite dose, chez les malades en ventilation, eh bien, il y a moins de morts. Vous voyez, c'est le niveau scientifique en 3 mois, il reste très faible parce que normalement, une étude scientifique de qualité, elle n'est pas publiée avant 1 an. Donc, voilà. Et du coup, vous avez à l'écran un joli schéma et vous savez que tous les traitements de la polyarthrite sont testés pour soigner la Covid. Alors, je vous l'ai dit, et aujourd'hui c'est toujours vrai, on ne peut pas dire que votre traitement officiellement vous protège. On ne peut pas dire que votre traitement, c'est le traitement de la Covid. Mais vous avez entendu à la radio, à la télé, le baricitinib, le tocilizumab, le sarilumab. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tant que vous n'avez pas attrapé le Covid, vous gardez votre traitement stable. Si vous chopez le virus, en France, on suspend le traitement et on parle avec ses docteurs. Mais en Amérique, les recommandations américaines, pour ceux qui ont tocilizumab et sarilumab, les recommandations américaines disent même si vous attrapez Covid, vous continuez. Mais on n'est pas en Amérique. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les biothérapies que vous avez, il ne faut certainement pas en avoir peur, mais je ne peux pas vraiment vous dire que scientifiquement, on a démontré que vous étiez, je dirais, plus protégé de cet orage d'inflammation. Je le pense parce que j'ai envie d'y croire, mais je ne peux pas scientifiquement le dire. Donc, continuez vos traitements, c'est peut-être quand même plutôt mieux que plutôt pas bien. Voilà pour les traitements de ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Ce qui est clair,
c'est que arrêter son traitement, faire une poussée et faire une rechute, alors ça, c'est certainement pas une bonne idée, parce que si votre maladie réévolue, bah, vous redevenez malade, et quand on est malade, eh ben on est fragile. Donc, l'activité de la maladie, c'est un facteur de risque, donc il faut rester contrôlé. Il faut éviter d'augmenter la cortisone à plus de 10 mg par jour. Et c'est vrai que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour changer de traitement de fond si on est bien équilibré. On en a déjà discuté. Ce n'est pas la peine aujourd'hui de demander à votre rhumatologue qu'il vous mette sous Plaquenil. En préventif et en curatif, on ne sait pas à quoi ça sert. Ce n'est pas la peine de demander, comme les Parisiens l'ont dit, de tous vous mettre sous tocilizumab ou autre. Non, pour le moment, le niveau de preuve est insuffisant. Donc, vous restez avec votre traitement si vous êtes bien équilibré. Diapo. Voilà. Alors, vous me dites, est-ce que je peux en discuter avec mon rhumatologue? Alors, normalement, depuis le déconfinement, ils ont tous repris leur travail. Ils n'ont pas gagné d'argent. Ils ont eu une indemnisation, je crois, de 1 500 € pour ceux qui ont totalement arrêté leur activité. Ils sont comme nous, ils ont envie de partir en vacances, mais quand ils partent en vacances, ils ne travaillent plus, donc ils ne gagnent plus de sous. Donc, normalement, ils travaillent. Donc, la logique, bien évidemment, c'est d'obtenir quand même en priorité une consultation, parce que celui qui a mal au dos depuis 10 ans, bah, on n'est pas à 15 jours près, hein. Donc ça, c'est un petit peu le relationnel que vous avez avec votre rhumatologue ou celui de votre médecin traitant qui dit, écoute, Madame Machin, Monsieur Truc, il va quand même pas bien. Et très clairement, tous les rhumatologues donnent une priorité aux polyarthritiques parce que vous êtes les gens les plus adorables qui soient. Vous êtes, voilà, c'est pas comme celui qui a mal au dos depuis 20 ans. Donc, il doit vous voir. À l'hôpital, toutes les consultations ont repris. Alors c'est vrai que c'est un peu fastidieux, il faut voilà, mais au moins il y a les mesures barrières. Vous n'allez pas être assis les uns à côté des autres, il y a un circuit fléché, il faut montrer sa convocation au vigile. Mais bon, donc on travaille. Alors le pharmacien, pendant 2 mois, il a eu le droit de continuer les traitements même sans ordonnance. Normalement aujourd'hui, pour les traitements chimiques, donc il peut continuer les traitements chimiques comme le méthotrexate, le léfunomide. Pour les biothérapies, ben, je vais être honnête, il y en a qui font l'avance et il y en a qui ne font pas l'avance pour des raisons d'argent, hein, parce qu'ils ont peur de rester avec leur traitement en carafe. Et c'est vrai qu'avec les biosimilaires, pour ceux qui ont etanercept et adalimumab, c'est vrai que c'est un problème parce que si on vous passe au biosimilaire pour des raisons économiques, et ben du coup, oh ben moi j'ai commandé la marque Schmilblick et là j'ai une ordonnance avec la marque Tartampion. Donc bon, maintenant je vais être honnête avec vous, cette période de Covid, c'est pas la période idéale pour passer à un biosimilaire. Ces paroles n'engagent que moi. Je pense qu'il faut rester sur une stabilité, récupérer un bon contrôle pour les quelques pourcents qui ont oublié quelques piqûres ou qui ont fait attention. Donc, normalement aujourd'hui, votre prise en charge, elle doit être normale. Diapo. Alors, la téléconsultation. Alors, vous allez voir ce que je vous ai mis comme 2 dernières diapositives, parce qu'il y en a qui se sont dit, mais c'est bien ça la téléconsultation. Les gens n'ont pas besoin de perdre une demi-journée pour faire 150 km aller-retour en province, pour aller voir le petit professeur ou le grand professeur. Je parle de taille, bien évidemment. Ça dure 10 minutes. Comme ce sont des créneaux horaires, eh ben, il n'y a pas d'attente. On se connecte 1 minute avant. C'est génial. Bon, eh ben, on va voir ce que les gens en pensent et on pourra discuter. Alors, je vous montre, parce que c'est publié. Donc ça, c'est publié, vous voyez, c'était au début.
au début du confinement en Inde. Alors, bien sûr, l'Inde, ce n'est pas la France. Mais quand même, vous voyez, confinement, tout est fermé et il y avait 1500 personnes à voir en consultation sur la semaine. Et, bon, bien évidemment, tout le monde n'est pas éligible. Vous savez que dans les hôpitaux, la téléconsultation, normalement, c'est uniquement pour les suivis. On ne fait pas de téléconsultation pour un primo-patient. Vous voyez, il en restait 1000 et ils ont contacté les gens. Donc, ils faisaient par l'appli WhatsApp, puisqu'en Inde, tout le monde a un téléphone. Hein. Bon, donc, et vous voyez, 3 sur 4, ils ont dit, moi, je suis OK. Donc, 3 sur 4, donc 1 sur 4 a dit, moi, non. Donc, vous voyez, 3 sur 4, 1 sur 4. Et quand on a recontacté les gens après, eh bien, sur 10 qui étaient génial, 0 c'est nul, vous voyez, ils ont mis une note de 9 sur 10 et ils étaient presque tous d'accord pour refaire une téléconsultation. Et quand on regarde qui a dit oui, qui a aimé, qui n'a pas aimé, eh bien, globalement, ceux qui disent moi, j'ai pas trop aimé, c'est ceux qui n'ont pas trop peur. Plus les gens ont peur, plus ils sont sur la distanciation sociale, ils aiment la téléconsultation. Et ceux qui aiment le rapport humain et physique, eh ben, ils préfèrent une vraie consultation. Ceux qui ont envie d'être éventuellement un peu examinés. Donc, et ce n'est pas du tout le niveau social. En Inde, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture ou une charrette. Donc, non, c'est les peurs et les croyances. Et c'est l'examen clinique qui impacte le plus j'aime, je veux ou je ne veux pas. Mais je vous en reparlerai à la fin. Voilà, c'est un chiffre. Ça vaut ce que ça vaut. Ça donne une petite idée en Inde. Diapo. Alors, là, le déconfinement, la reprise. Donc, effectivement, dans vos témoignages, donc, mon employeur m'oblige. L'employeur, il oblige, entre guillemets, à rien du tout. C'est le médecin du travail, déjà, qui va être l'interlocuteur. Donc, aujourd'hui, pour le maintien du télétravail et globalement du confinement, c'est sur certificat médical. Donc, effectivement, c'est le médecin qui, avec vous, décide, et ça n'est plus sur une liste de maladies. C'est sur ce qu'on appelle une immunosuppression sévère. Donc, dans les textes actuels, si le médecin considère que vous êtes avec une immunodépression sévère, il vous fait un certificat et puis vous pouvez rester chez vous en télétravail et vous pouvez avoir 10 masques par semaine gratuits. Alors, quand on a de la polyarthrite rhumatoïde, on est rarement en immunodépression sévère. Donc, le médecin, donc le rhumatologue, il va tenir compte de votre état de santé général et surtout des comorbidités. Parce qu'en fait, choper le Covid et faire un Covid grave, c'est d'être vieux, d'être gros, d'être bronchitique, d'être diabétique, d'être asthmatique, d'être cancéreux. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, si vous avez beaucoup de comorbidités, une polyarthrite qui n'est pas équilibrée, de la cortisone et beaucoup de cortisone, et une biothérapie, ok, là, on vous fera le certificat, vous resterez. Mais si vous avez 43 ans, que vous n'êtes pas obèse, que vous n'êtes pas diabétique, que vous avez une biothérapie avec une paire contrôlée, vous n'êtes pas en immunodépression sévère. Hein. Alors après, il y a un autre élément, parce que voilà, vous imaginez le grand professeur Flippo avec les internes, la consultation, tout ça, et j'en vois une, voilà, jeune, belle, en pleine santé, qui va bien. Elle va bien puisqu'elle est soignée par moi. Et elle me dit, ah oui, mais j'aimerais bien rester en télétravail. Oh, je lui dis non. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Elle me dit, je travaille dans la banque. Je dis, dans la banque, derrière le plexi.
Ah oui, mais elle travaille dans la banque parce qu'elle fait toute la gestion des espèces. Donc, elle touche des billets, des pièces toute la journée. Ah là, j'ai dit, ah bah oui, bah là c'est sûr que pour attraper, ça va pas là. Donc, elle n'était pas en immunodépression sévère, mais vous l'imaginez, elle va récupérer des centaines, des milliers de billets et de pièces touchés par tout le monde. On sait que le virus peut rester une demi-journée, une journée. Donc là, voilà. Donc vous voyez, ça va se discuter au cas par cas avec votre rhumato. Reprise de l'école. Quand on est une maman vulnérable, donc maman vulnérable, donc ça veut dire maman avec une immunodépression sévère. Ça veut dire si on est dans le cadre d'une polyarthrite, c'est pas simplement d'avoir une polyarthrite avec une biothérapie. Ça, c'est pas une maman vulnérable. C'est avec tout ce que je viens de dire. Donc, c'est possible. On peut être une maman vulnérable, auquel cas, c'est vrai, l'enfant, lui, il va être en pleine santé, mais il peut vous ramener, et on l'entend à la radio, à la télé, de temps en temps, une école, pof, on ferme l'école. Donc oui, vos enfants peuvent vous ramener le virus du Covid à la maison. À ce moment-là, si vous avez peur, eh ben c'est clair, ben vous ne mettez pas votre enfant à l'école. Point barre. Et donc, à ce moment-là, vous maintenez votre enfant, comme pendant le confinement, avec les modalités d'enseignement à l'extérieur, mais ça va reposer surtout sur votre peur, parce que, je l'avais déjà dit plusieurs fois, le virus, il est susceptible de circuler pendant des mois et des mois. Donc, il y a un moment donné où il va falloir passer au-dessus de certaines peurs. Donc déjà, je dirais une maman qui a un enfant à l'école. Donc déjà pour moi, je souris parce que ça veut dire que c'est une femme et qu'elle est jeune. Donc moi, je suis un homme et je ne suis pas jeune. Et vous savez que ceux qui meurent, c'est les vieux et 2 fois plus les hommes que les femmes. Donc bon. Donc plus de 65 ans. Donc là, c'est clair. L'âge, c'est le critère numéro 1. Donc la distanciation, j'en ai parlé parce que je me souvenais qu'il y avait eu les remarques. Donc là, je vais être honnête, c'est très compliqué. On est vraiment dans les peurs. Donc je dirais, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui n'ont pas de profession très exposée, ben, c'est cool. Mais si effectivement, vous avez 2 petits-enfants qui sont médecins, un fils qui est réanimateur, ben, mesure barrière, mesure barrière. Là, je reconnais qu'il faut, je dirais, j'adore ma belle-mère, je ne l'ai pas embrassée depuis 2 mois. Alors je sais, il y en a qui sourient. Voilà, faut rester quand même un petit peu distant parce que bon. Alors maintenant, 65 ans, si vous n'avez que 65 ans, que vous êtes un jeune grand-père, jeune grand-mère, si vous n'avez pas de facteur de risque associé, vous pouvez être plus cool. Mais si vous avez 75, 80, 85, 90, non, là c'est clair, l'âge, c'est vraiment le point de faiblesse numéro 1. Diapo suivante. Donc, c'est des sujets qu'on a abordés, je pense. C'est effectivement cette reprise du travail, donc certificat médical, confinement oui, non, évaluation globale sur votre état de santé, vos comorbidités et votre activité avec des mesures barrières plus ou moins faciles. C'est vrai qu'un enseignant de collège et de lycée, c'est facile. Enseignant en maternelle, il faut être honnête, c'est pas possible, hein. Donc, ça se discute au cas par cas. Et personnellement, je tiens compte de la peur des gens. Si j'ai une prof de maternelle qui n'a pas peur, qui me dit, moi, je veux reprendre mon boulot, bah, honnêtement, elle reprend le boulot parce qu'elle est jeune, parce que c'est une femme, parce que la paire est équilibrée. OK. Et si j'ai une enseignante qui pète de trouille, eh ben, je lui dis, OK, vous restez à la maison, on va attendre les vacances et on verra au mois de septembre. Les professionnels de santé, j'en avais déjà parlé, ça se discute avec la médecine du travail. Parce que là, sinon, comme on dit, si vous avez un militaire qui a peur d'aller à la guerre, bah, pourquoi il est militaire, quoi? On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, si un professionnel de santé ne s'investit pas, bah, il fallait faire autre chose, quoi. Alors, la dernière partie, je vais aller assez vite, c'était
les premières publications sur ce qui s'est passé au niveau des patients. Au niveau notamment, est-ce que j'ai pris, est-ce que j'ai arrêté mon traitement? Donc, je vous avais déjà présenté cette étude pour ceux qui sont fidèles ou ceux qui n'ont pas vu en replay, je pense, le webinar du mois de juin. Donc là, vous voyez, 7000 personnes interrogées, moins bien que l'ANDAR, 530 réponses. Et en majorité, la polyarthrite. Vous voyez que là, il y avait OA, c'est de l'arthrose, du lupus, diapo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, 21% rendez-vous annulés ou reportés. Vous voyez, 10% seulement de téléconsultation. Mais c'est vrai qu'au début du confinement, on n'était pas équipé. 1,5% n'a pas pu voir son rhumato. Donc, c'était des chiffres au début du confinement. Je crois qu'aujourd'hui, ça serait intéressant d'avoir des études sur ce qui s'est passé sur la totalité des 1 mois et demi, 2 mois de confinement au niveau mondial. Diapo. Ce qui était intéressant dans cette étude, c'est ça. C'est qu'on avait l'impact psychologique. Et je vous avais montré, parce que je crois que je ne les ai pas remises, les résultats de l'enquête qu'on a faite ensemble, PR Psychovid, où globalement, un tiers à la moitié d'entre vous, eh bien, ce confinement, ça s'est associé à une augmentation de la fatigue, une augmentation de la douleur, une augmentation des troubles du sommeil, alors qu'on pourrait dire on est confiné, on est peinard, on entend que le chant des oiseaux. Non, le confinement, c'est un état de stress et pour certaines personnes, ça a été vécu comme un syndrome de stress. Diapo. Alors après, c'est l'enquête des Allemands. Donc là, il y a eu un petit peu plus de personnes qui ont répondu. Et diapo suivante, là aussi où la polyarthrite est en majorité, on était relativement rassurés car vous voyez qu'il y a peu de patients qui ont arrêté d'eux-mêmes le traitement. Vous voyez, arrêt arbitraire du traitement, moins de 2%. Et j'avais dit, oulala, c'est les Allemands, ils sont très disciplinés. Et la nouvelle étude que je ne vous avais pas présentée, diapo, la fois dernière, donc voilà, c'est cette étude donc, qui s'appelle Fragoulis. Ça ne fait pas très anglais, mais dans mes souvenirs, c'est une étude anglaise. Et vous voyez, elle est assez rassurante parce qu'ils ont interrogé 500 patients qui, là encore, ont une fois sur deux un rhumatisme inflammatoire, donc polyarthrite ou spondyarthrite. Et vous voyez, il n'y a que 2,2% qui ont arrêté de leur propre chef le traitement parce qu'ils avaient peur de l'effet immunosuppresseur. Donc moi, je trouve que c'est plutôt rassurant. On aura des chiffres français, mais qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Et diapo suivante, qui est quasiment la dernière, qui arrête? Alors je sais, j'ai vu, certaines ont déjà souri, les hommes sont moins disciplinés, qui l'eût cru. Donc c'est plutôt les hommes qui arrêtent que les femmes. C'est plutôt les sujets sans emploi. Bon, et c'est ceux qui étaient effectivement avec des maladies associées, et notamment les bronchitiques, qui sont dit, la bronchite, infection bronchopulmonaire, les risques de ma biothérapie, je suis vacciné contre la grippe, contre le pneumocoque. Donc on peut comprendre que ces gens-là aient eu plus peur, puisque c'est quand même une pneumonie. Alors vous voyez, il y a quand même quelques pourcents qui ont arrêté leur traitement parce qu'il n'y en avait plus en pharmacie. Et vous savez qu'au niveau mondial, quand le professeur R, 3 points de suspension, a dit qu'il fallait prendre du plaquenil, eh bien oui, mais on s'est dit, ah oh là, et plaquenil, l'usine ne peut pas en fabriquer du jour au lendemain. Donc vous voyez que la moitié des patients qui avaient du plaquenil, ils ont arrêté parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus parce que tout le monde s'est mis sous plaquenil pour le Covid, donc il n'y en avait plus pour les malades. Et on a eu la même peur en France avec le tocilizumab. Moi, dès que mes petits amis de Paris ont dit que c'était le traitement super génial, ça c'était le vendredi. Le lundi, j'avais la pharmacienne qui dit, ce Flippo, qu'est-ce que je fais là? La réanimation me demande du tocilizumab, comment je soigne la polyarthrite? Moi, j'ai des stocks que pour les polyarthritiques. Il faut... Vous savez que mes collègues parisiens ont fait leur mea culpa. Ils se sont fait piéger par la cellule communication de la PHP, parce qu'il y a des gens qui en profitent. Oui, mais il faut réfléchir aux conséquences. C'est qu'après, derrière, les malades pour lesquels les traitements sont prouvés, on peut se retrouver en rupture
Et c'est arrivé en Italie, c'est arrivé, hein. Ils ont utilisé beaucoup le tocilizumab et le sarilumab, et après, il n'y en avait plus pour les malades. Donc, il faut rester raisonnable. Et puis, bien sûr, il y a des gens qui ont arrêté, parce que sur 2 mois, il y a des gens qui perdent l'efficacité du traitement, il y a des gens qui font une bronchite commune, etc. Et je pense que pour les diapos, avant les questions générales, je crois, Sonia, qu'on est au bout. Ah oui, alors on est au bout, car effectivement, eh ben, en rhumatologie, il y a une dizaine de publications, mais les publications, ce n'est pas le rhumatologue de votre cabinet. Le rhumatologue de votre cabinet, il est là pour vous soigner. Le grand professeur Schmilblick, il est là pour aller dans les congrès, il est là pour lire des articles en anglais, pour faire des publications. Et du coup, eh ben, regardez ce qui se passe. Diapo. Alors, diapo suivante. Donc, eh ben, vous ne voyez rien. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de publications pour réfléchir à la façon dont on pourrait prendre en charge les malades demain. Diapo. Et on va surtout s'arrêter sur celle-là parce que, eh bien, qu'est-ce qui se met en place? Des virtual biologic cliniques. Autrement dit, on s'est rendu compte qu'on pouvait gérer les biothérapies sans voir les malades. Et puis, à quoi ça sert de les examiner? Puisqu'il existe, grâce à l'intelligence artificielle, une infirmière qui prend en charge 14 maladies chroniques. Dans la liste, il n'y a pas la polyarthrite, et en 32 langues. Donc, vous avez votre avatar d'infirmière virtuelle, vous avez votre application pour faire votre DAS 28, et scientifiquement, on sait que quand vous le faites vous-même, c'est aussi bien que nous. Donc, il y a votre DAS 28, il y a votre prise de sang, il y a l'infirmière virtuelle. Moi, je suis dans mon bureau peinard, et en 5 minutes, oh bah ça va bien là. Allez hop, l'ordonnance, c'est parti mon kiki. Terminé, ça m'a pris 5 minutes. Et puis, je gagne du temps. Alors, il faut être lucide, parce que c'est vrai que quand je vois certains patients qui ont fait 150 km pour venir me voir une fois par an, parce qu'ils ont une biothérapie qui n'est pas un anti-TNF, donc il faut une visite hospitalière par an, là où il n'y a pas de rhumatologue hospitalier, ou alors ils ont tellement envie de me voir qu'ils font la route. Pour un renouvellement d'ordonnance, honnêtement, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Donc, je crois qu'il va falloir trouver juste raison entre ce qu'on connaissait hier, ce que la technologie peut nous offrir, mais je terminerai sur une petite pointe d'interrogation et d'inquiétude, c'est que déjà nous, on n'examine plus les malades parce qu'on est des super techniciens, mais je sais que vous avez un rhumatologue et un médecin de famille. Parce qu'en France, il y a des spécialistes de ville et il y a encore des médecins généralistes qui examinent un peu. Mais je sais que vous allez tous me dire, ouais, mon médecin, il ne m'examine plus, mon rhumatologue non plus, et puis le professeur Schmilblick non plus. Et je me dis, mais vous allez être examiné par qui? Par une assistante virtuelle? Par le professeur, non, j'allais dire un nom, mais je vais sourire, Combinus, parce que le professeur Combinus, bientôt, il va faire un grand départ. Tout ça en virtuel. Alors, dans certains domaines, c'est mieux que les professeurs. On sait que pour les boutons, les grains de beauté, on sait que l'application fait mieux que les plus grands professeurs pour le diagnostic des cancers de la peau. Ouais, mais pour le moment, dans la polyarthrite, c'est pas sûr. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aborder maintenant. On avait vu déjà, Sonia, beaucoup de questions qui étaient remontées en avant. Alors, nouvelle recommandation, oui et non. Le LAR, qui est l'organisme européen, a publié ses recommandations fin juin. Donc aujourd'hui, on a les recommandations françaises, les recommandations américaines, les recommandations européennes, les recommandations allemandes. Donc on a plein de recommandations
elles sont toutes à peu près pareilles. Globalement, on doit vous soigner le plus normalement possible. Voilà pour les recos. Je ne sais pas ce que tu m'avais mis derrière. Merci. Alors, je ne suis pas pour les consultations parce que je vois le chat. Ouais. Eh bien, moi non plus. Donc, il a fallu 1 mois pour que l'hôpital de Lille s'équipe. J'en ai fait pendant 15 jours. Alors, je reconnais que pour les patients qui vont bien, c'était pratique parce que, voilà, hop, à la minute, c'est connecté, ça se termine, on envoie l'ordonnance. Mais depuis que les consultations sont ouvertes, je n'en ai pas fait une seule. Et à mon âge, donc quand on est dans la 7e décennie, c'est clair, j'en ferai le moins possible et pas du tout. Mais question de génération. Si vous avez un rhumatologue, là, ceux qui vont nous remplacer et qui disent, mais écoutez, on peut faire ça effectivement par une webcam, coucou, bonjour, comment ça va, la prise de sang. Oui, je pense qu'on peut offrir chez les gens qui vont bien une prestation intellectuellement équivalente. Mais moi, je suis pour l'humain, je dois avoir encore le petit gène latin, le petit gène, voilà. Je sais qu'un de mes collègues a dit, moi j'ai fait professeur de rhumatologie parce que les gens les touchent. Aujourd'hui, on ne dirait plus ça parce qu'on finirait hashtag dénonce ton porc, mais c'est vrai qu'elle a mal au dos, ben, on l'examine. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport humain, il y a de l'examen. Bon. Sonia, les petites questions brûlantissimes auxquelles on n'aurait pas répondu. Mais écoute, je pense que tu as répondu à tout au fur et à mesure, parce qu'après, on a eu quelques questions, mais qui sont un peu trop spécifiques. Voilà, ce que tu penses du Xeljanz ou des choses comme ça, qui sont pas forcément indiquées dans le sujet de ce soir. Donc non, tu as beaucoup de remerciements. Tout le monde dit que c'était très clair et te remercie pour ton humour et ton temps. Et voilà, et en gros, bon, ben, patient français, plutôt contre la consultation vidéo, des retours que je peux voir. Je pense, bon, maintenant pouvoir le proposer pour celui qui le souhaite, ça doit faire partie de notre offre de prestations. Je vais vous souhaiter d'excellentes vacances. Comme vous pouvez l'imaginer, je resterai en France. Probablement, je descendrai d'à peu près 1000 km, même si, depuis le 1er janvier, la ville la plus ensoleillée de France est le Touquet Paris-Plage, devant l'île de Levant, quand même. Mais je pense que ça ne va pas durer. Voilà, Tout ça est truqué. bien. On verra avec Sonia et toute son équipe si à la rentrée, il y a matière. Bien évidemment, je ne pourrai pas lui refuser, mais vous avez le droit aussi de changer un peu d'intervenant. Vous avez le droit d'en avoir marre. Je pourrai vous comprendre et je ne vous en voudrais pas. Bon, écoute, ne rêve pas trop. Sonia, gros bisous. Portez-vous Bonnes bien vacances et à et bientôt. merci. Bonnes vacances, bye bye. Bye bye.